frères. Et même voisine. Voilà, les voisines. Et son dernier livre, c'est Être là. Voilà, donc des titres plein de malice. Et en tout cas, je suis sûr qu'ils vont nous charmer pendant un temps certain. Maintenant, place aux spécialistes. Alors, il y a un exposé de leur part et ensuite, bien sûr, il y a questions-réponses. Questions-réponses, vous avez le droit de poser toutes les questions. Toutes les questions possibles et imaginables. Ils se sont engagés à répondre à toutes les questions. Alors, bonne table ronde. Invité. Alors, je vais me présenter rapidement, et puis Marc prendra le micro ensuite, et puis je vais vous présenter les grandes généralités de l'hypnose. Alors, je m'appelle Eric Tristan, comme Raymond Grasset vous l'a dit, je connais un certain nombre d'entre vous. Je suis soissonnais d'origine et on est des régionaux de l'étape. Je me suis installé à Soissons en 1981. J'ai séjourné une dizaine d'années à Reims pour mes études de médecine. Et le premier contact que j'ai eu avec l'hypnose, c'était une circonstance un peu particulière, puisque je suis tombé malade relativement tôt dans mon cursus. Et l'interne qui s'est occupé de moi s'appelait Gérard Starman, et il m'a donné la première bribe de l'hypnose. Là, c'est mieux. Je me suis installé en 1980 à Soissons et l'hypnose était toujours restée un petit peu dans la tête. Gérard Starman, entre-temps, est devenu prof agrégé de médecine, de pharmaco, de cardio, et en 91, il lui est arrivé un drame. Il revenait d'un exposé à Troyes, il avait un accident de voiture, et la personne qui était près de lui est morte. Et il a décidé, ce jour-là, de changer de vie et d'oser changer, je vais dire. Et il est devenu le premier à avoir formé des médecins en hypnose, puisqu'il a créé le premier diplôme universitaire d'hypnose à Bordeaux. En 95-96, j'ai eu à nouveau envie de me remettre à l'hypnose, et je l'ai contacté, il m'a donné le nom de Jean Godin, qui est le premier qui a formé la première génération des médecins qui se formaient à l'hypnose. Voilà mon parcours vers l'hypnose. Et depuis une quinzaine d'années, j'ai un exercice quasi exclusif, mais j'ai gardé une journée de médecine générale et le reste du temps, je fais de l'hypnose. Alors, qu'est-ce que l'hypnose? On va en parler avec Marc. C'est très simple, parce que c'est un état que vous connaissez tous les jours. Il suffit de prendre votre voiture, de faire un certain nombre de kilomètres, de respecter les priorités, les feux, et en même temps d'être ailleurs. C'est ce qu'on appelle la transhypnotique quotidienne, c'est-à-dire X fois par jour, vous êtes en état d'hypnose sans le savoir. C'est simple, puisque vous le connaissez, et c'est très compliqué à la fois, puisque maintenant on fait des IRM en état d'hypnose, et on s'aperçoit qu'en état d'hypnose, on utilise beaucoup plus de zones de notre cerveau qu'on utilise à l'état normal. Titre d'exemple, si je vous raconte mes vacances dans le sud, je vais vous parler de la couleur de la lavande, je vais vous parler du goût de certains plats, de la vue des Alpilles. Si idée saugrenue vous fait une IRM à ce moment-là, seules vos aires auditives vont s'allumer. Si on vous met en état d'hypnose, toutes les aires vont s'allumer, c'est-à-dire les aires auditives, si je vous parle du chant des cigales, les aires olfactives pour certains parfums. Et on parlait d'état modifié de conscience il y a quelques années, on parle maintenant d'état élargi de conscience, si tu es d'accord Marc. Dire en état d'hypnose, c'est pas un état de sommeil, comme Raymond disait tout à l'heure, on va vous endormir. Donc l'état d'hypnose, c'est au contraire un état où on utilise beaucoup plus de zones de son cerveau. Tu veux dire un petit mot? Oui, c'est un état d'hypervigilance en fait. C'est un état d'hypervigilance dans lequel on est un petit peu coupé du monde des perceptions extérieures, et dans lequel on rentre dans des perceptions intérieures, et par le phénomène hypnotique, on est dans un état d'hypervigilance. En fait, on est dans... Parler d'hypnose, c'est parler des perceptions des choses. C'est-à-dire que là, vous percevez quelque chose, peut-être en détail, peut-être avec précision. Tiens, il a un pull, il a une cravate, il parle, enfin voilà. Et puis on peut avoir des sensations un peu plus larges, une façon de percevoir un petit peu plus élargie. Et ça peut être, voilà, c'est le changement des perceptions d'un mode à un autre. Et on vous donnera des exemples, en particulier, bon, je suis un anesthésiste, et en fait, l'hypnose en anesthésie, c'est changer les perceptions. Qu'est-ce que c'est que les perceptions? Le bloc opératoire,
éventuellement la douleur, le contexte, le stress, et c'est transférer ce contexte vers un autre contexte. Alors, je vous fais un tout petit topo sur l'histoire de l'hypnose, parce que c'est quelque chose de très étonnant. On pense de tout temps, l'hypnose a été utilisée. On a retrouvé, paraît-il, des fresques évoquant les temples du sommeil dans les tombes égyptiennes. De tout temps, les derviches tourneurs, les griots, la pitié à Delphes, on a toujours utilisé des états modifiés de conscience. La première description de ce qui peut ressembler à de l'hypnose, c'est quelqu'un qui s'appelle Mesmer. Alors, vous avez tous vu Mesmer, l'hypnotiseur de spectacle, et puis je ferai une toute petite aparté, ou un petit aparté sur l'hypnose de spectacle juste après. Mesmer était quelqu'un de tout à fait étonnant. Il était à la cour de Vienne. Il a commencé à hypnotiser pas mal de gens à la cour de Vienne, et puis, faisant de l'ombre aux médecins locaux, on lui a demandé de s'expatrier. Il est venu en France en 1778 à peu près, et il a commencé à reproduire la même chose à la cour de Louis XVI, tout ça dans une ambiance de perruque poudrée, de musique de Mozart, qui était un de ses amis. Et là encore, on lui a demandé d'arrêter son activité, puisqu'il guérissait assez rapidement, là où d'autres médecins de l'époque guérissaient peu ou pas. Plus près de nous, pas dans le temps mais dans l'espace, il y a quelqu'un qui s'appelle le marquis de Puységur. Alors il a sa rue à Soissons. Dans le monde entier de l'hypnose, on en parlait hier, le marquis de Puységur est connu à Melbourne, à New York ou à Moscou. Il n'y a qu'à Soissons qu'on ne sait pas qui est le marquis de Puységur. C'est celui qui a décrit certainement le plus précisément l'état d'hypnose, avec un de ses bergers qui s'appelait Victor Rass, et à Buzancy, qui est le petit village où il exerçait. Il y a encore des descendants de ce vieux berger. Il y avait des gens qui venaient de partout en France en diligence pour se faire soigner par le marquis de Puységur. Là encore, en avançant un petit peu dans le temps, Broca, qui est un médecin qui pratiquait l'hypnose, Freud est venu apprendre l'hypnose chez Broca, il a commencé à l'utiliser, et on a dit de lui, il le reconnaissait lui-même, qu'il était un piètre hypnotiseur, et il a créé la psychanalyse. Et là, l'hypnose, entre guillemets, mais avec un mauvais mot, est entrée en sommeil, puisque on n'en a plus parlé pendant un certain nombre d'années. Qu'est-ce qui a fait que l'hypnose est entrée en sommeil? C'est l'invention de la psychanalyse par Freud, et puis d'autre part, l'apparition du chloroforme, qui fait que l'hypnose était très utilisée sur les champs de bataille. Il y a un Anglais qui s'appelle Esdell, je crois qu'il a 3000 amputations sous hypnose. Il n'y a pas de compte rendu de ceux qui ont été amputés, hein, donc on ne sait pas bien comment ça se passait, mais il y avait quand même 3000, et plus près de nous, Marc, qui est anesthésiste, utilise l'hypnose en vasculaire, et on a une amie commune qui s'appelle Thérèse de Frémonville, qui a, chaque fois je monte au Liège, et qui a à peu près 3000 interventions sur la thyroïde sous hypnose. Le renouveau d'hypnose est venu, et maintenant on parle d'hypnose ericksonienne, aux États-Unis, où un médecin américain qui s'appelle Milton Erickson a révolutionné l'hypnose, puisque lui, à contrario de Freud, qui pensait que l'inconscience était une partie très noire de nous-mêmes, avec des pulsions de mort sexuelle qui a été refoulée, Erickson lui a dit, mais l'inconscience est un réservoir extraordinaire de ressources, il suffit juste de mettre le patient dans des conditions particulières pour justement accéder à cet espace qu'est l'inconscient ericksonien, qui est riche de ressources et de capacités pour se guérir. Et l'hypnose, c'est certainement la mise à disposition de certains outils ou de certaines zones du cerveau pour justement apprendre à se guérir. Et je me souviens toujours je trouve que c'est la plus belle comparaison qu'on ait pu me faire d'un patient qui avait fait une grosse dépression, qui venait de Caen, et qui venait pour que je lui décaisse mon livre, puisqu'il venait voir quelqu'un de sa famille dans la région. Il avait été hospitalisé de multiples fois, avait eu des électrochocs et autres, et il était guéri de sa dépression. Il m'a dit, mais en fin de compte, l'hypnose, c'est un petit peu comme si on allait chez un garagiste, on était en panne, et que le garagiste nous dit, pas moi qui vais vous réparer, je vais vous montrer ma caisse à outils, comment on les utilise, et vous allez vous réparer. Je pense que c'est la meilleure définition, certainement, de l'hypnose. Quoi vous dire d'autre? Je vais passer la parole à Marc pour qu'il vous fasse un petit exposé de sa façon de travailler. Je reprendrai la parole ensuite pour vous poser un petit peu le détail de ce livre, et puis surtout on laissera place aux questions et réponses pour que vous ayez part à cette table ronde.
Bon, merci Eric. Moi, je suis venu à l'hypnose de façon un petit peu particulière. Donc, je suis vrai. Après, je fais une partie de mes études à Amiens. J'étais interne à Soissons en 78. Fonction en chirurgie. Voilà. Pour les plus anciens, il y a De Grotte, Alouani, Lyon. Voilà. Et puis après, je passais internat, je suis allé à Paris, j'ai fait anesthésie. Et puis voilà, j'étais anesthésiste de base. Et puis j'ai travaillé avec un chirurgien en chirurgie vasculaire. Et un jour, il m'a dit en 2006, tu sais, il y a une dame qui fait de l'hypnose dans la chirurgie de la thyroïde, il faudrait qu'on aille voir ce qu'elle fait. Donc Marie-Elisabeth Flemonville à Liège. Donc on est allé, puis on a passé 2 jours, et on est revenu, on a dit c'est ça qu'il faut faire. Et donc j'ai commencé à me former, dans un premier temps dans un institut qui s'appelle l'IFH, Institut français d'hypnose. Mais là je sais pas, il n'y avait pas de perception, là on va beaucoup parler de perception, j'ai pas perçu ce que j'attendais. Et puis un jour ma tante m'a dit, oh, tu devrais lire un livre qui s'appelle Il suffit d'un geste, de François Rostand. Donc j'ai lu ce livre, et là j'ai eu vraiment la révélation, c'est-à-dire c'est un homme qui parlait de la perception, c'est-à-dire le changement des perceptions des choses, et en fait c'est ce que j'avais vu de façon un peu plus technique, mais j'avais vu ça à Liège, c'est-à-dire qu'il faut changer les perceptions du malade au bloc opératoire. Et puis voilà, donc je me suis formé, je me suis formé à la Pitié, au diplôme universitaire, qui avait été formé au sein du département d'anesthésie par un monsieur qui s'appelle Jean-Marc Benayev et qui avait associé ce fameux François Rostand qui avait un parcours extrêmement étonnant parce qu'il avait été jésuite. Pendant qu'il était jésuite, il avait fait de la psychanalyse et il était élève de Lacan. Et après, petit à petit, il s'est détaché de la psychanalyse pour rentrer en hypnose et il a connu Erickson, Chertok et plein d'autres. Voilà le parcours. Alors, on va parler de l'anesthésie, mais on va parler d'autre chose, c'est-à-dire, qu'est-ce que l'hypnose ? On va parler d'hypnose médicale, parce que l'hypnose, ça rentre dans un contexte, c'est-à-dire dans une relation entre un patient et un praticien. On ne peut pas sortir de ce contexte, on ne peut pas sortir de l'histoire du patient, on ne peut pas sortir de ses antécédents médicaux, de son traitement. Et la chose la plus importante, c'est de le comprendre. C'est de comprendre ce que c'est qu'une thoracotomie, ce que c'est qu'une maladie chronique, ce que c'est qu'un diabète qui se décompense, ce que c'est que des médicaments. Voilà, c'est tout le contexte. Et c'est pour ça que le fait d'être un soignant, c'est extrêmement important. Parce qu'on comprend ce que c'est, et quand les malades nous parlent, on le comprend. Et ça, c'est un métier qu'on apprend pendant 10-12 ans de médecine, en étant externe, en étant dans les hôpitaux, en présentant des dossiers dans des services hospitaliers, enfin voilà. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas exclure cette relation-là. Alors, le problème, le changement des perceptions, c'est-à-dire qu'on part d'une notion d'ici et maintenant. C'est-à-dire que le patient, il est là, c'est pour ça qu'on a parlé de ce bouquin qui est multidisciplinaire, qui a une autre approche. On parle d'une présence actuelle. Et c'est à partir des présences actuelles. Ouais, c'est agaçant, hein. Vous pensez que c'est ça ? Ah ben bravo madame. Non. Oui, bah gardez-le. On a changé les perceptions là, c'est bien. Super. Et donc, voilà, on parle de ce qui se passe là actuellement. Qu'est-ce qui se passe ? Et à partir de ce qui se passe, à partir de ce qu'on appelle le point d'appui, on va changer les perceptions. Le phénomène hypnotique est un processus dans lequel on change les perceptions par la suggestion. Et c'est simplement après qu'on rentre dans la transe. Ce qu'on appelle la transe, c'est ce moment dans lequel Eric a défini comme une perception autre et un état d'hyper-éveil, de veille paradoxale, et Roustan appelait ça la perceptude. Voilà, c'est cette espèce d'état. Et dans cet espace, c'est là-dessus que
l'hypnothérapeute, médecin, soignant va travailler pour changer les perceptions, et on va passer à ce moment-là de perceptions extérieures vers des perceptions intérieures. Est-ce que c'est clair ça? Voilà. Moi, ça me l'est. Alors, au bloc opératoire, qu'est-ce qu'on fait? On fait que le premier temps de l'hypnose. C'est-à-dire, on est là, au bloc opératoire, le malade se fait opérer sous anesthésie locale. Il y a toujours de l'anesthésie locale quand il y a de la chirurgie. Toujours, je peux le dire 20 fois, 200 fois. À partir du moment où il y a un bistouri, il y a de l'anesthésie locale, un bras, un cou, une thyroïde, une jambe. Il y a toujours, avec des formes de péridurale, de l'anesthésie du bloc, tout simplement du bras, mais il y a toujours de l'anesthésie. Les seuls moments où il n'y a pas d'anesthésie locale, c'est pour les explorations, coloscopie, pour ceux qui ont dit coloscopie avec des outils hypnotiques. Ou voilà, quand il n'y a pas. Mais s'il y a un bistouri, s'il y a n'importe quoi, il y a de l'anesthésie. Mais on va simplement compléter, intégrer le jeu hypnotique dans l'acte chirurgical, c'est-à-dire qu'on va rendre absent le patient. C'est-à-dire qu'on va passer d'un état de présence, il est là au bloc opératoire, dans la relation avec le médecin anesthésiste et dans la relation avec l'ensemble du bloc opératoire, il est là présent, et c'est simplement à partir du moment où il est là, présent, où on va l'amener à l'absence, c'est-à-dire on va l'emmener dans un autre monde, dans un autre espace. La seule différence entre l'hypnose chirurgicale, enfin anesthésique et l'autre, c'est que nous on va s'arrêter là. C'est-à-dire on va dans le processus, on va s'arrêter là. On va simplement le dégager en lui évoquant un souvenir, un son, une image, etc. Dans la thérapie hypnotique, on va aller un petit peu plus loin et on va utiliser cet espace d'absence pour ce que j'appelle retrouver une autre présence, c'est-à-dire d'autres perceptions, dans lequel c'est les éléments du changement. C'est dans cette autre présence hypnotique que le malade va trouver le changement. C'est-à-dire qu'on passe toujours dans un processus, une présence, c'est la relation, ça on pourra en discuter plus tard et c'est vraiment le centre du livre. Qu'est-ce que c'est que la présence entre deux personnes dans un contexte, comme on a bien dit, puis l'absence, puis ce dégagement des perceptions ordinaires, et après on retrouve dans l'espace de transe, de perceptus, de veille généralisée, une autre présence, et comme le disait Roussan, soit complètement imaginaire, voilà, soit hyper réaliste, chacun faisant ce qu'il veut. Et c'est cet espace qui est l'espace du changement, c'est-à-dire le changement au moment où on bascule. Je voulais revenir sur les interventions sous hypnose, et tu connais encore ça mieux que moi. J'entendais un de mes amis qu'il y a eu un article dans la presse disant on a opéré un patient à cœur ouvert sous hypnose. En fait, on ne peut pas opérer à cœur ouvert sous hypnose. On lui a posé un TAVI, c'est-à-dire un petit process au niveau du cœur, sous anesthésie effectivement hypnotique, mais l'anesthésie, elle est toujours avec des doses moindres, hein, tu connais là encore moins avec moi, mais il y a toujours une petite dose d'anesthésie, qu'elle soit locale. Alors moi j'avais vu dans un congrès d'hypnose, et là c'était tout à fait étonnant, une femme médecin qui avait subi sous auto-hypnose, c'est-à-dire c'était elle-même qui s'était auto-hypnotisée, une intervention pour une plastie abdominale, c'est-à-dire il y avait une caméra sur ses yeux, une caméra sur son ventre, et au moment où vous voyez le chirurgien inciser le ventre, il n'y avait pas une paupière qui bougeait. C'est-à-dire elle avait réussi par la puissance de son esprit à s'hypnotiser, et le but aussi de l'hypnose, c'est de rendre le patient autonome. C'est déjà des êtres souvent qui sont dépendants aux liens humains, et surtout le but c'est après d'être autonome et d'apprendre l'auto-hypnose et d'être autonome dans la vie de tous les jours. Deuxième particularité de l'hypnose, c'est dans la pratique maintenant, c'est de moins en moins les paupières fermées, sauf dans des cas tels que l'anesthésie par hypnose, mais on parle beaucoup plus d'hypnose conversationnelle, c'est-à-dire sur le ton de la conversation, certains mots, certaines phrases vont percuter et justement créer un espace nouveau qui va être l'expérimentation simplement de choses nouvelles dans l'espace du patient, puisque
le patient souffrant, entre guillemets, ou l'être souffrant, reproduit sans cesse la même façon de se comporter, puisque ça a été codé certainement très tôt dans sa vie, et on refait en général la même façon de se comporter au monde extérieur. L'hypnose, c'est fournir au patient un certain nombre d'expériences différentes qui lui permettent de retourner le petit bout de la lorgnette et peut-être voir... Et moi, je suis très étonné de la façon dont les patients réagissent au bout de quelques secondes. Dire, ma vie n'a pas beaucoup changé, mais je la vois plus pareille. Et même dans le cabinet médical, que les patients s'assoient en me disant, tiens, il est super ton fauteuil rouge. Ouais, ça fait 15 ans qu'il est là, l'étagère n'était pas... Ils se mettent à regarder des choses qu'ils ne regardaient pas avant, puisque leur vision était tunnelaire, et quasiment ce qu'il faut réussir à les faire, c'est les décentrer d'eux-mêmes, puisqu'ils sont en permanence centrés sur la problématique. Et le problème, c'est souvent la recherche de solutions, puisqu'ils utilisent tout le temps la même solution. L'idée, c'est de leur proposer d'autres types de solutions, puisqu'ils sont centrés sur mon travail, mon époux, mes enfants, et ils ne pensent qu'à ça, ils ne font que ruminer. Tant qu'on rumine, c'est de la monopensée, on ne peut pas aller vers d'autres solutions. C'est intéressant ce qu'il dit, Eric, parce qu'il dit, le patient dit, je ne le vois pas comme ça. Donc la vision, c'est bien la perception. C'est-à-dire qu'il a changé la perception. Je ne le vois pas comme ça. Je raconte une histoire rapide. C'est une dame qui vient pour arrêter de fumer. Donc je l'interroge longuement. En fait, elle voulait avoir un enfant et elle était jeune et améliorer son parcours de tennis. Je me sens bien. Donc elle dit voilà, il faut... Donc vraiment, je reprends le contexte, donc c'était un peu médical, mais bon, il y avait quand même un contexte de grossesse, de désir, voilà. Et donc, et je lui dis, mais comment ça se passe dans la journée? Et elle me dit, voilà, je suis secrétaire médicale, je sors, je reviens, je prends un café, je reviens au boulot. Je dis, non, c'est vraiment intéressant, ça, c'est bien. Et je lui dis, mais au tennis? Elle me dit, au tennis, ouais. Et je lui dis, j'espère qu'à chaque jeu, vous sortez du terrain de tennis, vous sortez pour aller fumer, puis vous revenez sur le court de tennis, et puis voilà, vous faites comme au travail. Et il y a un moment où son regard change, et il me dit, je ne le voyais pas comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment, sa notion des perceptions a changé. C'est-à-dire qu'elle ne le voyait pas. Elle a basculé dans une autre forme de perception. Après, on a travaillé. Elle me dit, c'est pas dans le règlement du tennis de sortir à chaque jeu. Je lui dis, ah bon, je savais pas. Et je lui dis, mais c'est dans le règlement de votre boulot? Il me dit, non, c'est pas dans le règlement de mon boulot. Et après, on a un peu travaillé là-dessus. En fait, voilà, on est changé, on a suggéré, on a, dans le contexte, on a suggéré, on a modifié et on a fait basculer par un autre regard. Et ce que dit Eric, c'est vraiment, je ne le voyais pas comme ça. La vision, c'est de la perception. Voilà, on peut répondre aux questions. Oui, juste 2 secondes. Je pense que l'hypnose, c'est surprendre. Je pense que si on veut que le patient change, il faut aussi le surprendre, certainement par des techniques particulières, par un abord certainement différent. Et la relation hypnotique, je pense que tous les gens qui viennent à l'hypnose, j'en ai croisé beaucoup sur ces 20 dernières années dans des formations autres, je pense qu'il y a un profil psychologique qui est particulier. Et je repensais à cette médecine aussi qui est maintenant très technique. Et je me souviens toujours de Jean Leonetti, c'est lui qui a rédigé les lois de fin de vie, et qui disait pour sauver l'humanité, il faut mettre de l'humanité. Là, on dérive un tout petit peu, mais je pense que pour sauver la médecine, il faut y remettre de l'humanité. Et je pense que l'hypnose, il y a une dimension humaine, simplement, et un rapport à l'autre qui est totalement différent dans cette perspective dont parlait Marc et dont parlait François Roustan. Alors effectivement, on place là quelques instants aux questions, si vous avez des questions à poser, et puis après on vient à nos sujets de prédilection. Je voudrais insister, Eric l'a dit, mais sur cette notion de relation thérapeutique. C'est-à-dire, il n'y a pas de changement s'il n'y a pas une relation thérapeutique. C'est-à-dire une présence qui s'installe. Alors, la présence, elle répond à des choses bien différentes entre une personne et une autre. S'il n'y a pas de cette présence, il n'y aura pas d'absence.
S'il n'y a pas d'absence, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de changement. Donc tout se joue dans l'écoute, dans la relation et comprendre ce que dit Bahat dans son contexte. Dans son contexte. Ça me paraît vraiment le point de départ de tout. Je reprends encore la parole de 2 secondes avant que vous la laissez. Je pense que maintenant, cette notion de présence du thérapeute, elle est essentielle. Et je me souviens toujours d'une patiente, c'était il y a une quinzaine d'années, et hiver comme été, elle venait parce qu'elle avait un état dépressif très profond. Hiver comme été, elle venait avec un petit shorty très moulant, un petit débardeur, elle avait une épilation qui laissait un peu à désirer, mais elle était très touchante. Et elle m'a dit un jour, mais ça m'a marqué, docteur, le moment où je m'assois en face de vous dans le fauteuil, je sais que je deviens la personne la plus importante qui soit pour vous-même. Et je pense qu'il faut que le patient perçoive, mais dès le début de la relation, de dire, oui, dans ce fauteuil en face de moi, dans le temps de cette séance, tu vas devenir la personne la plus importante qui soit pour moi. Et je pense que cette présence et cette perception, c'est vraiment quelque chose, mais c'est impalpable, hein, comme sensation. Et là, je vous laisse la parole. Alors, j'ai beaucoup aimé quand tu parles de retrouver l'autonomie. Ça résonne beaucoup, c'est, je pense, très important. La crainte, je pense, quand je peux proposer l'hypnose à des patients, c'est justement de risquer le perte de contrôle. La perte du contrôle, parce que si on contrôle, on sait ce qu'on contrôle. On va vers quelque chose d'inconnu, ou dans les études médicales. Alors, je laisserai la parole à Marc après, il y a quelques DU d'hypnose, hein, le à Bordeaux, Marc fait partie du DU d'hypnose à la salle pétrière, donc il y a mais avec toutes les dérives possibles, de gens qui vont former sans avoir cette capacité de soigner. Effectivement, c'est ce mot hypnose qui fait encore peur, puisqu'on a la crainte du perte du contrôle. Mais tous ceux qui ont la peur de la perte du contrôle, ce sont déjà des gens qui sont dans une maîtrise absolue des choses. Et ils donnent le diagnostic et la solution. C'est-à-dire, l'hypnose, c'est quelque chose qui on garde le contrôle puisqu'on n'est pas endormi, au contraire, on utilise beaucoup plus de zones de cerveau. Et moi, je matérialise souvent la maîtrise, c'est ce geste. Alors, je ne sais pas si vous allez voir à distance, mais je vais pas tenir jusqu'à ce soir comme ça. Lâcher prise, le domaine de l'hypnose, c'est passer de ça à ça. Et c'est très très subtil, hein. C'est-à-dire c'est des micro-changements que je développe dans ce livre, c'est des micro-expériences qui font que petit à petit, le patient, moi je pense que l'ennemi de cette société, notre ennemi à tous, c'est la maîtrise et le contrôle des choses, hein, et c'est justement cette peur de perte de contrôle qui fait que le patient il reste dans son symptôme et qui rumine en permanence. Hein, et alors, moi je pose, là, dans ma pratique au quotidien, la première fois où je rencontre les patients, je leur pose une seule question, c'est en un mot, une phrase, qu'est-ce qui vous amène à moi ? Pourquoi je passe de cette façon ? Parce que souvent, c'est des êtres qui ont déjà fait des longs parcours, ils ont fait des psychanalyses. Ma patiente la plus âgée en ce moment, je les ai remarqués hier, elle a 88 ans, elle a 50 ans de psychanalyse derrière elle. Elle n'a rien changé puisqu'elle est en train de se poser des questions. Est-ce que mon père a été incestueux ? Il était nu près de mon lit quand j'avais 5 ans. Est-ce qu'il a... Et elle a passé son temps à rabâcher. Le fait de dire juste en un mot, qu'est-ce qui vous amène ? Ça élude et ça permet aux patients de gagner un temps infini, puisque l'hypnose, c'est pas qu'est-ce qui fait que je vais mal, c'est comment je vais faire pour aller mieux. C'est uniquement tourner vers les solutions. La deuxième question que je pose, c'est comment étiez-vous dans la salle d'attente ? Sur 10 personnes, 2 vont me dire oh, c'est sympa, il y a une belle vue, j'exerce en hauteur, donc il y a une vue sur les toits de Soissons. 8 sur 10 vont me dire oh, moi j'étais stressé. Pourquoi vous étiez stressé ? J'avais peur. Hein, pourquoi vous avez peur ? De l'inconnu. Dans cette phrase, une formule, la cause, puisque la vie, on a fait des expériences, hélas, je peux raconter les premières pour moi, c'est le vaste inconnu. Et l'art de ceux qui maîtrisent, c'est déjà d'anticiper, de se demander ce qui va se passer pour demain. Et c'est jamais une anticipation positive, mais c'est toujours une anticipation négative. Le but, c'est l'instant présent qu'évoquait Marc, c'est-à-dire c'est de se statuer, et l'auto-hypnose, c'est vraiment apprendre de plus en plus à ne rester que dans la seconde, puisque la seconde qui suit, ni les uns ni les autres, c'est ce qui va se passer. On est en dessous de Roissy, il y a des réacteurs qui tombent de temps en temps, et on peut tous disparaître. L'idée, c'est de se maintenir le plus possible dans le moment présent. Et l'hypnose, c'est simplement un apprentissage, ou moi je peux considérer même comme un désapprentissage.
C'est un désapprentissage d'habitudes mentales anciennes, inconscientes, qui reproduisent, ce que je vous disais tout à l'heure, la même façon de se comporter. On refait tout le temps la même chose. Hein. L'idée, c'est de faire différemment. Pas mieux, parce que tous ceux qui viennent me voir et ceux qui nous consultent, ils ont toute leur vie tenté de faire le mieux du mieux et de mettre la barre tous les matins hors corps du monde. L'idée, c'est, par l'apprentissage de certaines techniques, de mettre une barre à hauteur variable. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais l'hypnose, ouais, c'est toujours cette crainte de perte de contrôle. Or, c'est le contrôle qui leur amène le symptôme. Donc, il faut juste désapprendre le contrôle et juste rentrer dans une gestion modérée des choses. Non, sur le contrôle, oui. Le contrôle, c'est fatigant. Hein. Je suis épuisé de contrôler, donc ça c'est vrai. Et l'abandon du contrôle, c'est un risque. Faut prendre le risque. Et ça, c'est dans la relation que le patient prend le risque. En ce qui concerne les études, effectivement, il y a des DU, il y a des instituts privés qui sont médicalisés, qui sont sérieuses. Il y en a 4-5 en France, il y a des DU. Voilà, ça c'est bon. Mais c'est pour des gens qui sont déjà dans la filière médicale. Je sais qu'à Mont-d'Or, ils parlent d'hypnose en première année. Ils parlent. Voilà. Ils parlent de la relation, de l'hypnose conversationnelle, voilà, de la communication. Enfin, voilà. L'hypnose, c'est aussi une forme de communication. Mais avant la communication, il faut travailler sa présence, la relation et comprendre la relation des personnes qu'on a en face de nous. Vous avez des questions? Lâchez-vous, hein. Est-ce que l'hypnose peut avoir une incidence sur la souffrance du manque? Du manque en cas de décès. Le décès d'une personne, oui, le deuil. Le deuil. Est-ce que l'hypnose peut éventuellement être une aide? Eh ben, moi je vais vous raconter une histoire très simple. J'étais avec François Roustan. On parle beaucoup de François Roustan parce que c'est avec Eric, on l'a découvert assez récemment, c'est notre pilier, c'est lui qui nous a montré le chemin. C'est le penseur d'hypnose en France, celui qui a vraiment parlé de perception, qui est passé de note perceptive en s'appuyant sur les découvertes des neurosciences, et c'est lui qui a vraiment parlé du processus de la perception. J'étais avec lui un petit peu, c'est un monsieur qui est mort il y a 2 ans, à 94 ans, et je lui parlais de cette notion de présence, parce que c'était quelqu'un extrêmement présent à l'autre, mais de façon incroyablement présente. Et on parlait de ça. Et il me dit, tu vois, c'est comme la veuve. Alors j'ai dit, non, il me dit, c'est comme les paysans. Je lui dis, mais les paysans, il faut qu'ils créent, il faut qu'ils... Ah, il me dit, oui, t'as raison. Il faut qu'ils créent, il faut qu'ils changent les cultures, etc. Parce qu'il savait que je venais souvent ici. Il me dit, mais avant, il faut qu'ils observent, il faut qu'ils soient là. La pente, l'ensoleillement, la nature du sol, etc. Et c'est seulement après qu'ils peuvent partir, imaginer, créer, etc. Puis il y a un moment de silence, où il aimait bien le silence. Il dit, c'est comme la veuve. Je dis, la veuve? Il dit, oui, il faut d'abord qu'elle intègre le fait qu'elle soit veuve, qu'elle soit présente à ça, et c'est simplement à partir de ce moment-là qu'elle pourra s'en dégager. Et tant qu'elle n'a pas perçu ça, dans ces notions de perception, seulement après on pourra la dégager par la suggestion, par les exercices, par plein de choses. Voilà, donc j'espère avoir répondu, c'est-à-dire on part d'un point de départ, sinon on est toujours absent. C'est vraiment ce balancement qu'il faut bien comprendre. Si on est toujours dans l'absence, ce que disait Eric, et pourquoi, et comment, et bien, on est déjà ailleurs. On est déjà ailleurs. Je peux vous dire un autre truc. On parlait l'autre jour de la vérification. Je vois une patiente, elle me dit, ah oui, j'ai voulu vérifier que j'avais bien arrêté de fumer. Je dis, ah bon, c'est intéressant, ça, comment vous avez fait? Mais elle me dit, j'ai refumé. Je dis, ah, c'est très bien. Je lui dis, bah écoutez, on va faire un exercice tout simple. Vous êtes dans cette pièce-là. Elle me dit, oui, je suis dans cette pièce. Je lui dis, bah percevez, voilà. Et je lui dis, bah, vous allez vérifier que vous êtes bien dans la pièce. Vous allez sortir de la pièce. Mais j'ai pas besoin. Ah,
Et hop, elle a changé ses perceptions. Vous voyez, il faut d'abord être là, vraiment présent, c'est central, c'est vraiment central. Et il n'y a pas Constant qui a dit ça, Erikson l'a dit, Chertok l'a dit, ils ont tous dit ça. C'est là, et c'est simplement après que le travail va pouvoir se faire, dans le contexte. Pour reparler du décès, je pense que la vie, c'est une longue leçon d'acceptation. D'ailleurs, on est obligé d'accepter le départ des êtres qu'on a aimés, parfois. Moi, j'ai accompagné des patients qui avaient perdu un enfant, puis un deuxième enfant. C'est la chose la plus horrible qui puisse arriver. Et tant qu'il n'y a pas ce phénomène d'acceptation, mais accepter, c'est pas se résigner, hein, c'est pas dire je serai en permanence dans cette absence, c'est un passage à autre chose. Je pense que c'est ce que tu disais, on sortait de la pièce, et là, les techniques de Roustan, c'était vraiment, moi je suis allé voir Roustan en tant que patient, je suis retombé malade quelques années après mon premier cancer, et quand j'ai repris le travail, j'étais très angoissé de voir si j'allais rechuter. Mon dernier enfant avait 1 an, et François m'a fait s'asseoir devant lui. Il avait un grand fauteuil orange que tu as bien connu, et puis d'un seul coup les émotions m'ont débordé tellement j'étais angoissé de cette reprise de travail, et puis surtout de cette peur de la rechute. C'était il y a 15 ans, donc a priori j'ai eu peur à tort. Et il m'a arrêté, non, ne laissez pas embarquer dans les émotions, laissez faire le fauteuil, il sait bien vous porter, vous allez bien ça. Heureusement que j'avais fait un peu de thérapie derrière, parce que quelqu'un qu'on verrait pour la première fois, si je vous avais me laisser faire le fauteuil, mais il avait tout à fait raison, hein, c'est bien la grande phrase de l'hypnose qui est majeure, et c'est François Roustan qui l'a modifié. Erikson disait, il n'y a rien à faire qu'à laisser faire. Et Roustan rajoutait, il n'y a rien à faire qu'à laisser se faire. Le laisser se faire, c'est le lâcher prise de l'hypnose, hein, c'est pas passer de ça à ça, parce que ça c'est intolérable, je ne vais pas pouvoir durer la journée. Naturellement, mon corps va m'inciter à faire ça. L'hypnose, c'est vraiment ce passage du contrôle à la gestion très, très douce. Juste pour revenir 2 secondes à l'hypnose de spectacle, on parlait de Mesmer tout à l'heure, c'est pas une supercherie, hein, c'est-à-dire Mesmer est capable. C'est quelqu'un qui est doué dans ce qu'il fait. Seule chose, c'est qu'il fait des tests d'hypnotisabilité, et sur une salle de spectacle, sur je sais pas 1000 personnes, il va demander aux gens de serrer les doigts et de ne regarder que ses doigts, de n'entendre que sa voix, je ne verrai plus que mes yeux. Et sur 100 personnes, il y en a 10 qui vont garder les doigts collés. Ces personnes-là sont plus suggestionnables, c'est-à-dire tout le monde est hypnotisable. Ça, c'est une vérité absolue, parce que je vous disais, vous prenez votre voiture, vous êtes en état d'hypnose, et pourtant vous faites des choses très, très précises. Tout le monde est hypnotisable. Certaines personnes sont plus hypnotisables, puisque plus suggestionnables. Et Marc faisait référence à la suggestion. Certainement, l'hypnose, c'est l'utilisation tout à fait honnête de la suggestion, et on ne peut pas perdre le contrôle, on ne peut pas faire ni faire dire quelque chose à quelqu'un qu'il n'a pas envie de faire ou dire en état d'hypnose. Si c'est fait de façon éthique par des professionnels qui font ça et qui ont été formés à ça. Et je pensais la semaine dernière, j'ai vu une sœur, première question, qu'est-ce qui vous amène à moi? Le mot qui revient le plus souvent, c'est j'ai un mal-être. Et mon objectif, c'est de les orienter vers un bien-être. La séance d'après, donc parler un tout petit peu de sa vie, la séance d'après, dans le premier quart d'heure, ses parents avaient divorcé, elle avait été placée chez des nourrices diverses. Elle avait été abusée par les 3 garçons de la famille, dont un qui était très gentil, parce qu'il lui faisait que lui tenir les mains. Ensuite, elle avait été reprise par son père, qui était un pervers absolu, et comme elle faisait pipi au lit, il la faisait se promener nue devant les invités quand il y avait du monde à la maison. Comment, pour quelqu'un qui est un non-soignant, gérer ce genre de situation? C'est rigoureusement impossible. Hein. C'est-à-dire, il faut un background et un bagage médical. C'est juste la petite précision que je voulais avoir, mais on est d'accord sur ce sujet. Plus que d'accord. Et puis, quelquefois, quand on est médecin, quand on est soignant, en gros, formé, etc., il y a des moments où on sait c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Moi, je suis allé à une formation hypnose et addiction. J'avais des gens marmottants, il y avait
un addictologue de Saint-Brieuc, etc. À un moment, je dis, c'est pas pour moi. Je veux bien tabac, voilà, mais les drogues dures, le truc, c'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi. Et ça, j'ai perçu, parce que j'ai perçu que j'avais pas le socle. J'avais pas le socle. Parce que je savais pas faire. Et je suis anesthésiste et je vous promets que je sais ce que c'est que les drogues. Mais là, ça me dépassait. Je l'ai tout à fait perçu. Vous voulez poser une question, monsieur? Allez-y. Dans mon expérience de patient, en fait, je me suis rendu compte de, bien au-delà de ce que j'avais cru auparavant dans ma vie, de la puissance du langage et de ce que parfois un simple mot pouvait ouvrir ou débloquer dans ce qu'il a pu ma perception. Est-ce que vous reviendriez à ça tous les deux comme dénominateur commun de vos deux pratiques? C'est-à-dire, est-ce que ça fonctionne essentiellement, est-ce que ça s'appuie essentiellement sur cette puissance du langage ou sur le non-dit, les silences? Est-ce que c'est une combinaison des deux ou finalement vous, de l'autre côté du miroir, c'est ce que j'ai envie de dire, tout ça repose finalement sur quelle magie? Est-ce que c'est le simple mot? Est-ce que ce sont les mots ou pas? Ou est-ce que c'est la présence physique ou c'est une combinaison plus complexe encore? Enfin, les deux, mon lolo. Oui, Je pense que c'est un processus. C'est-à-dire, dans ce processus, il y a du verbal, du non-verbal, la distance. Est-ce qu'il faut être très près? Est-ce qu'il faut être loin? Moi, je bouge beaucoup. C'est-à-dire, au départ, je suis un peu... voilà, et après, je me rapproche, puis voilà. Donc, il y a du verbal, du non-verbal. Il y a du silence, et ça on travaille beaucoup ce silence au moment où les choses, voilà. Et François disait, il y a des moments où il n'y a plus de mots. Donc c'est là où le silence s'installe, et c'est là où les perceptions internes parlent. C'est dans les moments de silence. Alors il y a des pratiques où il y a beaucoup de paroles, beaucoup de... Nous on n'est pas de cette école avec... voilà, on n'est pas de cette école, mais on pense que ça n'apporte pas grand-chose. Alors, il y a quelque chose qui est très important, qui a été défini par assez peu de monde, c'est la peur du thérapeute. C'est-à-dire que le thérapeute, le médecin anesthésiste, le médecin de ville, les chirurgiens qui se mettent à l'hypnose ont peur. Alors en fait, la façon d'avoir moins peur, c'est d'essayer de faire. Et donc c'est une grande réflexion qu'on a entre nous, c'est la posture du thérapeute. Et souvent, les gens qui parlent beaucoup, la phénomène parle beaucoup. Donc c'est son style, mais on n'est pas là-dedans. Voilà, on est plutôt dans une présence qui a des verbes, voilà, mais qui aussi s'accompagne d'autres choses. C'est pas le noyer de paroles qui fait grand-chose. Ça rassure le thérapeute. Je sais, c'est comme les médecins qui demandent beaucoup d'examens complémentaires. Tout le temps, qui font les grandes ordonnances. Quelquefois, voilà, ça rassure, mais c'est pas... Voilà. Mais ça, c'est un vrai sujet de réflexion entre nous dans les séminaires, ça. Ce qu'on appelle la posture du thérapeute. Et d'avoir été formé à l'hypnose, ça change aussi le thérapeute. Mais ça change les deux. Mais c'est pour ça que je parlais d'un mot, parce qu'en ce qui me concerne, tout s'est resserré sur un seul mot, un seul vocable, qui vraiment m'a... Et encore aujourd'hui, bien sûr. on revient... Rousseau, il a écrit un bouquin qui s'appelle « Il suffit d'un geste ». Voilà. Deux mots sur cette patiente dont je vous parlais qui a révélé deux choses qui étaient horribles. Je suis resté dans un silence absolu, hein, moi qui parle beaucoup et ceux qui me connaissent, alors moi par moment je parle beaucoup, puis par moment il y a des silences, mais il faut que ce silence il soit habité, hein, c'est-à-dire qu'il faut que celle qui va, ou celui qui va raconter ces choses terribles, il faut qu'en face de lui ce soit pas une glace sans teint, hein, moi ça m'est arrivé de temps à autre de m'écrouler en pleurs tellement l'histoire de patient était difficile à vivre, hein, mais je pense alors. Après, c'est ma sensibilité qui fait que, hein, et puis deuxième chose sur la puissance du mot, il y a le premier livre de Boris Cyrulnik que certains d'entre vous connaissent, il est épais comme ça, il est tout petit, et le titre, je trouvais magique, c'est de la parole comme d'une molécule. Dire la parole, c'est la molécule la plus puissante qui soit, hein,
Alors, il y a des paroles qui sauvent, on tente de les utiliser nous, et des paroles qui tuent. Et je vous parlais de cette personne de 88 ans. À 6 ans, sa mère lui a dit « Mais t'es aussi mauvaise que son père. T'es aussi mauvaise que ton père. » Toute sa vie, elle a été poursuivie par ça. C'est une femme admirable, d'une intelligence là. Elle est d'origine hollandaise. Son premier propos, de toute façon, je suis nulle. Je fais très mal l'accent hollandais, mais elle a été poursuivie en permanence. Je suis nulle comme mon père. Et ces mots, cette phrase, c'est pas long. J'étais aussi nul que ton père, mais ça l'a poursuivi toute sa vie. Et on a un grand nombre à avoir aussi vécu ce genre de sinistre, entre guillemets, puisque c'est des sinistres, ça plombe la cible sur laquelle on est. Moi, en 2 mots sur ce que je fais, je compare souvent l'édification d'une maison et l'édification d'un être humain. Si la maison veut être solide, il faut que le terrain soit solide, et ça, c'est le terrain de nos parents, de nos grands-parents. Il vaut mieux un couple parental uni et joyeux et optimiste. Il faut avoir entendu « je t'aime », il faut avoir eu les câlins, il faut avoir entendu « c'est bien mon fils » ou « c'est bien ma fille ». Si on n'a pas entendu, on se construit tous sur des choses qui sont totalement instables. Qu'est-ce qu'on fait sur une chose instable? C'est ce que je vous montrais il y a quelques instants. On tente de maîtriser, de contrôler les choses pour rester à niveau. Lâcher prise, c'est lâcher, de dire, dans cette perceptude que Marc décrivait. Des questions? Madame. Est-ce que, Eric, tu pourrais nous parler de l'auto-hypnose? Parce que dans cet exposé fort intéressant, vous avez surtout parlé de l'hypnose dans le cabinet du thérapeute, quand on va s'asseoir dans le fauteuil, en face, et comment arriver à l'auto-hypnose et en quoi ça peut nous être utile dans la vie de tous les jours. 2 mots, l'auto-hypnose, c'est refaire l'exercice ou retrouver les perceptions qu'on a eues. Voilà, c'est simplement ça se travaille. C'est le problème, l'auto-hypnose, on en parle beaucoup, mais il faut travailler, c'est-à-dire qu'il faut aller rechercher la boîte à outils, ou l'exercice, ou la perception, ou le mot, qui s'est passé dans le travail du thérapeute. C'est se remettre en posture, se retrouver les perceptions. Et ça se travaille, et plus ça se travaille, plus ça sera simple. Donc voilà. Je pense que l'auto-hypnose, elle s'installe au fur et à mesure des séances, puisque c'est prendre une disposition différente dans la vie de tous les jours. C'est comme la prose que M. Jourdain faisait sans le savoir, ou quand on a appris à lire et à écrire au début, le A ressemblait au, le B, le D, ça se ressemblait au. Puis petit à petit, ça nous est paru évident et on a associé les uns et les autres et on a su lire et écrire. Je pense que l'auto-hypnose, c'est quasiment quelque chose qui vient naturellement à partir du moment où c'est beaucoup plus avantageux de fonctionner dans cet état-là, dans l'état hypnotique ou en tout cas dans un état de changement, que l'état dans lequel on était avant, qui était un état de souffrance. Une phrase que j'aime beaucoup, c'est une personne qui m'a prononcé cette phrase, qui me dit « Mais j'ai l'impression que j'ai préféré pendant longtemps un malheur confortable à un bonheur hasardeux ». Cette phrase, elle est terrible de vérité. Nos patients, pendant très longtemps, ils préfèrent ne pas changer, ne pas oser changer, puisque le malheur, c'est ce qu'il connaît le mieux. Il l'a connu dans son enfance. Cette patiente, elle a tout intérêt, parce que là, elle part vers l'inconnu à 88 ans, mais ce sur quoi on travaille aussi, puis on n'a pas abordé, mais on pourrait rester toute l'après-midi, c'est la neuroplasticité. Il y a quelques années, on pensait qu'on touchait un certain nombre de neurones et qu'au fil du temps, ils se détruisaient. On sait maintenant que même à 88 ans, on produit de nouveaux neurones et de nouveaux réseaux neuronaux, c'est-à-dire qu'on change tout le temps. Et le symptôme et la maladie, c'est juste un moment donné où on a arrêté de changer. Il y a une seule chose qui est constante, c'est le changement. Tout le temps, on est en train de changer. Et le patient, quand il souffre, c'est qu'il a peur du changement. C'est pour ça que « Oser changer », c'est le titre du bouquin. Et ouais, mais c'est faire le pas, c'est faire le pas vers le bonheur hasardeux. Et le bonheur, c'est très hasardeux, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, et de l'intérêt de ne pas anticiper. L'anticipation, c'est le pire frein à une forme d'insouciance. Les gens qui vivent insouciants, ils vivent beaucoup mieux que les autres, mais pourquoi ils sont insouciants? Ils sont insouciants parce qu'ils arrivent à relativiser. Je pense que pour un grand nombre, toutes les informations qui arrivent au niveau du cerveau ont la même connotation et souvent négative.
Les gens qui arrivent à relativiser dans l'instant, ils vivent beaucoup plus heureux que les autres. Hein. C'est juste, simplement, l'hypnose, c'est apprendre à relativiser aussi. Hein. Vous avez des questions? Est-ce que le fait d'accueillir, laisser faire le fauteuil, ça veut dire laisser faire la vie? Et puis, d'une certaine façon, est-ce que ça mène au fatalisme? Non, non, pas pour moi, non. C'est laisser faire la vie et puis c'est transférer, c'est changer le gaz, laisser faire. En fait, dans l'idée de Constant, c'était si vous avez du mal, laissez faire autre chose, laissez faire le fauteuil, transférer, changer cette perception que ça ne vous appartient qu'à vous et décalez-le vers autre chose. C'était ça son idée. Changement de regard. Voilà. Ouais. Monsieur? Oui, je voudrais tout à l'heure, enfin même tout au long de votre exposé, parler souvent justement de l'importance d'être un soignant pour pouvoir pratiquer l'hypnose. Et vous mettez aussi en avant le fait que justement la personne, on lui donne des outils pour qu'elle se soigne elle-même. Donc du coup, à partir de ce moment-là, on n'est plus soignant, mais accompagnant. Et justement, vous insistez sur le fait que il faut faire partie, d'avoir des notions de médecine, etc. Mais à partir du moment où on est accompagnant, pourquoi justement fermer cette pratique au personnel médical, justement? Ça, c'est la question qui est discutée actuellement parce que c'est le contexte. C'est-à-dire que les gens refont les exercices dans le contexte. Ce qu'on essaye de transmettre, c'est que tout part d'un contexte, d'une relation. Et ce contexte, il faut le comprendre. Et il faut le comprendre dans une activité. Le patient, c'est un tout. Avec une thérapie, avec des artans, avec des corticoïdes de long cours, avec plein de choses. Et tout ça, ça a des conséquences. C'est pas... voilà. Et tout ça, il faut l'interpréter, il faut le saisir et l'intégrer. C'est de l'intégration. L'hypnose, c'est pas ça. C'est on intègre quelque chose dans un contexte. Ça, c'est un premier point. À partir du moment où ce contexte est posé, où la relation thérapeutique est posée, à ce moment-là, on rentre dans des exercices, des changements de perception, dans la suggestion, etc. Et puis après, le patient, je termine un tout petit peu, et à partir de ce moment, le patient, s'il le veut, s'il veut travailler, il se remet dans ce changement de perception, dans son contexte qui a été défini entre le soignant et le praticien. Voilà. C'est du sur-mesure. C'est voilà. Donc voilà. C'est comme ça que nous on envisage les choses. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais par exemple, l'objectif est d'accompagner une personne en mal-être. Il y a d'autres corps de métier, par exemple, qui ont un autre regard justement sur le mal-être. Moi, par exemple, je suis éducateur spécialisé, où le but aussi est d'accompagner justement souvent des personnes en mal-être avec un autre regard, c'est-à-dire avec un regard aussi sociologique, avec un regard de psycho, etc., sans le regard médical, mais qui apporte aussi d'autres choses. Et moi, je me reconnais sur certaines choses quand vous mettez justement la personne au centre. C'est le principe aussi du projet éducatif qui met vraiment la personne au centre de son projet. Oui, on a parlé de soignant, c'est-à-dire que soignant, c'est les psychologues, les sages-femmes, les infirmières, les médecins, les chirurgiens. On n'a pas dit, voilà, on a parlé, il faut des bases. Moi, je suis pas éducateur spécialisé. Justement, je me demande, c'est pourquoi des bases médicales et pas des bases d'humain, en fait, puisqu'on travaille avec un humain. Je parle sans parler, enfin, c'est la même chose. Oui, enfin, normalement, le médecin, il est humain, jusqu'à preuve du contraire. On va quand même savoir reconnaître une pathologie s'il y a pathologie. Et parce que bon, l'hypnose, moi j'adhère totalement, complètement, je suis médecin, mais je pense que c'est essentiel. Vous allez venir voir le médecin, la personne qui va vous prendre en charge. Certes, vous avez besoin d'un accompagnement, d'une discussion, mais il faut savoir, toujours en médecine, c'est le coup d'œil et retrouver
des failles qui peuvent nécessiter parfois un traitement médical. Et je pense que ça, pour moi, c'est Vous avez dit ça, Mais moi, ça s'intègre. moi qui suis dans un autre corps de métier, j'ai l'impression aussi que par moment on s'enferme aussi sur des pathologies et qu'on ne prend pas assez en compte l'environnement de la personne. Si on envoie le patient voir le médecin, la personne qui fait le cours, c'est justement que nous, en tant que médecins, thérapeutes, allopathes, entre guillemets, on sait qu'on a des limites. Et donc, on sait établir un diagnostic, on va envoyer quelqu'un chez quelqu'un qui va appliquer justement cette relation, cette discussion, mais qui va être à même aussi de dire attention, là j'ai besoin peut-être d'un autre avis, j'ai besoin d'un médicament, j'ai besoin d'autre chose. Donc au final, chaque regard a ses limites, il y a une Exactement. forme de complémentarité. Tout à fait, Donc, tout à fait. Tout à fait. Mais le point de départ, c'est quand même c'est une souffrance donc, qui est psychologique, qui est liée à la vie, enfin tout un tas de choses. Mais il peut y avoir quand même une part de pathologie qui doit être reconnue. Parce que moi, je crains toujours un petit peu les dérives et voilà, je sais pas, j'ai quelqu'un qui vient me voir, qui vient me dire, je sais reconnaître qu'il y a une souffrance, je vais vraiment avoir envie de l'amener, de l'envoyer à la personne qui me paraît adaptée et pourquoi pas quelqu'un qui fait de l'hypnose, mais je veux que la personne soit bien guidée. Oui, mais sur le même principe qu'un psychologue qui va diriger une personne vers un psychiatre. Je veux dire, chacun a aussi un peu ses compétences. Oui. Pour Bien moi, sûr, on bien est vraiment sûr. sur une Oui, oui. complémentarité et il n'y a pas une scission. Enfin, c'est pas une scission, c'est un travail de... Le départ me paraît important. Ensuite, qu'on fasse appel à des... Le départ pour moi est de mal-être et après, la personne soit formée en capacité de connaître aussi ses limites et de pouvoir orienter. Mais ça ne ferme pas pour moi l'hypnose au domaine. Ah non, pas du tout. C'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. J'ai pas été écoutée. Pas du tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'aurais voulu aborder l'hypnose dans la psychiatrie. Savoir ce que vous en pensez, vous. Moi, ça fait 17 ans que je travaille en psychiatrie maintenant. Et je trouve que le corps médical, justement, dans l'enceinte psychiatrique, est encore assez très fermé à l'hypnose. Les pathologies des patients font que certains ne sont pas amenés à pouvoir être mis dans des états d'hypnose pour être soignés. Et après, je voulais aussi aborder par rapport aussi au fait du traitement médical. Justement, réussir à limiter au maximum les traitements médicaux pour les patients au sein de la psychiatrie. Effectivement, je pense que ce qui fait peur de l'hypnose, et là on revient au début du débat, c'est l'inconnu. Moi je me souviens, j'avais déjeuné un jour avec un psychiatre, psychanalyste, à qui je disais, c'était tout il y a 20 ans, tout au début où je commençais à faire de l'hypnose, oui, je fais de l'hypnose, je me suis formé et sa réponse, oui, maintenant on passe son temps à endormir les gens. Manifestement, il connaissait strictement rien à l'hypnose, et le regard. Alors, moi j'ai la chance d'être là depuis longtemps, j'ai des psychiatres qui m'envoient certains psychiatres, mais pour le psychiatre c'est comme un médecin allopathique pur à qui on va parler d'homéopathie. L'homéopathie, on va pas dériver, mais il y a un haro sur l'homéopathie en ce moment. Faut pas oublier que l'allopathie ça tue quand même 15 000 personnes par an. L'homéopathie, à moins d'avaler le tube, jusqu'à maintenant ça n'a jamais fait tuer personne. Et je pense que c'est le même rapport à l'hypnose. Alors maintenant, on en parle, mais on en parle presque trop aussi, où on a l'impression que c'est la panacée pour tout le monde. Moi, je fais quasiment de la psychothérapie, je fais de la psychothérapie au quotidien, en utilisant des outils hypnotiques. Et Erickson suivait des psychotiques, il suivait des gens qui avaient... Il y a une anecdote fameuse où il y avait un psychotique qui était dans une psalmodie, et pendant des heures et des heures, personne n'y faisait rien, les traitements et autres. Et Erickson s'est mis à côté de lui, et puis il s'est mis à faire la même chose. Et au bout d'un moment, je dis,
Vous n'avez pas fini, oui, il était guéri, hein, mais parce qu'il s'était mis dans l'ombre du patient, hein, c'est la perceptude, hein, c'est ce que Marc décrit très bien. Il faut rentrer sur le chemin du patient. Si on lui dit il faut plus faire ci, il faut plus faire ça, c'est totalement contre-productif. Hein. Il faut plus fumer, tout le monde sait que c'est pas bon, il faut plus boire, tout le monde sait. Sauf que c'est à l'inconscient, à l'insu de son plein gré, hein, le symptôme. Donc oui, moi je pense que, alors j'espère dans l'avenir, ça va être introduit dans les services de psychiatrie où on peut faire, sur... Moi c'est très intéressant ce que la votre question. En fait, elle rejoint celle du monsieur. En fait, c'est le problème de qui fait quoi. Qui est cette personne, disait Roustan en parlant des patients. Moi je dis qui est cette personne en parlant des médecins, des thérapeutes, voilà. En fait, je pense que les malades psychiatriques, parce que vous travaillez en milieu psychiatrique, c'est ce que je racontais tout à l'heure sur l'addiction. C'est pas fait pour tout le monde. Donc je pense que les malades psychiatriques, ils sont faits pour ceux qui connaissent, qui intègrent, c'est-à-dire les psychiatres. Et dans les psychiatres, il y a encore des degrés. C'est pas pareil des psychiatres en ville. J'allais dire vous dire Trois Cailloux, mais non, c'est pas ici, hein, des Trois Cailloux, mais pareil, que d'être après montré, voilà, c'est pas les mêmes malades, c'est pas. Donc, l'hypnose rentrera en psychiatrie quand les psychiatres de Prémontré ou de Coyol seront formés. Il y en a, il y en a. Mais c'est pas à nous, enfin, je crois que tu es d'accord, Eric, voilà. Moi, j'ai été sollicité pour faire l'hypnose dans une maison d'arrêt. En fait, j'ai dit non, parce que c'est des malades qui sont suivis par des psychiatres avec des doses de médicaments que je connais, que je sais interpréter. Et c'est pas pour moi, ce n'est pas pour moi. Il faut, vous savez, c'est Romain Gary, le ticket s'arrête, n'est plus valable. Hein, au-delà de cette limite, le ticket n'est plus valable. Et ben voilà, voilà. C'est ça qui est important. Et ça rejoint un petit peu ce que vous dites, c'est évidemment vous êtes éducateur spécialisé et vous avez vos compétences d'éducateur spécialisé. Et je pense, moi je le suis pas, mais là-dedans il y a de la psychologie, il y a de l'approche, mais moi je peux pas faire votre boulot. Voilà, je sais pas faire. Si j'ai des délinquants devant moi, des mecs qui, voilà, je m'arrête, je vous les laisse. Et puis, si vous avez besoin de vous faire opérer, vous allez voir un chirurgien. Si vous avez besoin voilà, vous allez voir des gens qui rentrent plus en plaisir. Il faut que chacun soit à sa place dans ses compétences. C'est l'acte hypnotique, il s'intègre dans quelque chose. Il n'est pas, voilà, je vais vous faire d'hypnose, non. Voilà, que chacun soit à sa place, ça ira beaucoup mieux. Il n'y aura pas ce que disait la dame, la dérive. Voilà. Mais évidemment, vous faites de la psychologie. Évidemment, vous avez des techniques d'approche. Évidemment, vous faites plein de trucs. Mais moi, je ne sais pas faire ce que vous faites. Mais c'est vrai qu'en lisant, justement, et je me suis rendu compte, justement, il y a des techniques d'approche qui sont liées à l'hypnose aussi, qui sont justement très adaptées à l'approche éducative, au relationnel. Mais il y a des socles communs, il y a toujours des socles communs. On demande quelquefois la différence entre l'hypnose et la sophrologie. Voilà. Actuellement, par exemple, l'histoire d'hypnose, comme racontait Eric, en fait, c'est une évolution. Ok ? C'est une évolution, on parle de Mesmer, en fait, c'est les chamans, Mesmer, et puis là, on arrive il y a eu Erickson, Roustan, et puis on est aux neurosciences. D'accord. Et toute cette évolution, elle amène à des réflexions un peu différentes. Et actuellement, l'une des questions qui est posée dans les congrès, c'est le rapport entre l'hypnose et la méditation. Voilà. Donc, il y a un socle commun, mais c'est pas la même chose. Il y a des socles, mais c'est pas la même chose. Voilà. Et les neurosciences, quand on lit les neurosciences, on explique des choses, mais on n'explique pas. Ils parlent du siècle pour arriver à comprendre un peu. Donc ils sont dans le siècle et après. Voilà, donc tout ça, c'est des évolutions avec des questionnements, des socles communs. Voilà. Et actuellement, la question, c'est méditation, hypnose. Il y a des socles, mais c'est pas la même chose.
Dernière chose sur l'histoire de l'hypnose que j'évoquais brièvement tout au début. Les premières bribes de l'hypnose, c'était l'hypnotiseur qui avait le pouvoir. C'est-à-dire, Mesmer pensait que c'était lui qui était investi d'un pouvoir, qui venait des cieux, qui passait par lui, qui passait par du coton magnétisé ou des aimants. Et puis petit à petit, l'évolution de l'hypnose ericksonienne, c'est de se rendre compte que c'est pas le thérapeute qui a le pouvoir, c'est le patient qui l'a, mais c'est pas qu'il l'a. Et donc nous, c'est lui faire ouvrir la boîte de Pandore. Et c'est un patient qui me disait, mais au fond de la boîte de Pandore, est-ce que tu sais ce qu'il y a ? C'est l'espoir. Donc je pense que le fait de venir voir quelqu'un qui pratique l'hypnose, c'est que cette conviction qu'on a dans le patient, de dire, il sait et je vais l'aider à le mettre en chemin, le garagiste, je vais lui montrer ma caisse à outils, et lui va trouver les solutions. Et moi, je pensais, Karine, je pense dans ta pratique, effectivement, d'avoir des techniques ericksoniennes ou d'hypnose, ça peut aider beaucoup. Après, je pense le grand leurre, et il y a certains formateurs en France qui font payer 6-7 000 euros un beau diplôme d'hypnose ericksonienne. Alors, le diplôme est magnifique, hein, l'écriture ancienne et autres, sauf qu'on fait miroiter aux gens dans des reconversions professionnelles de dire, vous avez 50 ans, vous allez vous faire licencier, vous allez apprendre l'hypnose, puis vous allez gagner votre vie avec. Et là, c'est une escroquerie totale. Hein. Et je rejoins Marc en disant, oui, il faut un background quand même, ou ce que disait François, il faut un background d'études médicales, comment gérer cette patiente qui a été abusée pendant des années, si on n'a pas un soupçon de psychologie, ça me paraît rigoureusement impossible. Puis dernière, dans les malades psychiatriques lourds, moi j'ai le fils d'un médecin de Reims qui est venu il y a un mois. Le type, il a une pathologie psychiatrique lourde, il n'a qu'une pulsion, c'est de manger de la chair humaine. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il ressemble à Charles Manson, si vous vous souvenez de celui qui avait... Et quasiment, c'est assez effrayant. Alors pour le moment, j'ai délégué un tout petit peu, je vais le revoir une fois pour faire un peu l'état des lieux. Mais il y a des choses qui sont de... Il faut passer la main, ce que tu disais. Il faut savoir faire. Hein, on peut faire beaucoup, mais l'hypnose, c'est pas la panacée qui guérit tout le monde et l'autre, tel qu'on voulait bien le faire penser parfois. Et en ce moment, c'est un peu de partout. Hein, ça guérit la chute des cheveux, je sais pas, ça n'a pas dû marcher chez moi, mais le corps aux pieds, ça va guérir tout. Non, ça marche quand on va voir un praticien qui est aguerri, qui connaît bien ça, qui fait ça depuis longtemps. Et là, presque, il faut voir des vieux. Mais parce que il y a cette bouteille de la pratique de la médecine, et moi je mets toujours en avant, alors là peut-être, mais c'est pas rouler sa mécanique en disant je suis médecin, non, c'est un garant, comme il vaut mieux aller voir un vieux garagiste ou un vieux plombier, je sais pas, mais la comparaison elle est sommaire, elle est trop simpliste, mais je pense que et puis alors, je reviens au fatalisme. Alors moi je suis un fataliste actif, c'est-à-dire la vie m'a prouvé qu'on pouvait compter sur rien et qu'un malheur est si vite arrivé, mais un bonheur aussi. Hein. Et tant que c'est pas arrivé, autant profiter, hein, dire oui. Moi je pense qu'on peut être fataliste, si ça doit tomber, ça tombe. Mais mon grand-père qui avait fait la guerre 14, qui disait toujours va où tu veux, meurs où tu dois. Mais tant que c'est pas arrivé, autant en profiter. Et c'est pour ça, ne pas ruminer, ne pas s'encombrer l'esprit. Et l'auto-hypnose, c'est certainement une capacité à dégager rapidement son esprit et de revenir à un esprit clair, c'est-à-dire important, pas important. Et là, je reviens à la capacité à relativiser les choses. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Sinon, on peut rester encore 2 heures, nous, ça nous passionne. Oui, madame. Vous parliez des symptômes tout à l'heure. Je voudrais savoir pour quelle raison la relation à la nourriture est un des symptômes les plus compliqués à gérer, y compris sous hypnose. Non, je parle pas de... Moi, je parle des perceptions. L'hypnose, c'est pas 100% bon. Pour Eric, les cheveux, ça n'a pas marché, mais pour moi, ça a très bien marché. Non, mais je plaisante, mais c'est pour vous dire simplement qu'il n'y a pas 100% de réussite, qu'il n'y a pas... Voilà. C'est un contexte, une perception, dans une relation thérapeutique. Enfin voilà, c'est multidirectionnel. Et puis après, c'est la suggestion dans l'espace et le changement de vos perceptions, des vôtres, je parle de la vie,
la perception de la vitesse quand on mange, de la perception on n'est pas là quand on est boulimique, on est absent. Mais voilà, donc il faut revenir là et pour rechanger ses perceptions, etc. Voilà, en 2 mots, c'est un chemin, changement de perception. Puis il y a des moments où les personnes changent, et puis les gens sont fixés, puis ça marche pas. Il n'y a rien qui marche à 100%. Je te passe la parole, je voulais simplement dire un truc. Il faut aborder l'intégration de l'hypnose, pour vous, en disant qui est cette personne. C'est-à-dire, j'ai besoin de me faire opérer, est-ce que je vais voir le pharmacien? Est-ce que je vais voir le quincaillier? Non, si je dois me faire opérer, je vais voir un chirurgien. Si j'ai un mal aux dents, voilà. Et je pense qu'il faut avoir cette approche. C'est-à-dire, qui est cette personne est central. Est-ce que je suis bien dans le contexte? Est-ce que j'ai bien la bonne personne qui va m'écouter? Est-ce que sa formation est suffisante? Voilà. Quand on se fait opérer, quand on se fait même réparer la bagnole, ou l'électricien, on sait qui est qui quand même, a priori. Ben, je pense qu'il faut avoir un peu cette même démarche, qui est quand même relativement simple. Hein. C'est vraiment relativement simple comme démarche. Hein. Mais si vous voulez vous faire opérer par le libraire, allez-y. La réponse sur les pulsions alimentaires, je pense effectivement c'est des pulsions qui sont irraisonnées et raisonnables. Et je vous parlais de ces bases solides qu'un enfant normalement devrait avoir, son histoire familiale, la couple parental uni, joyeux, optimiste, avoir entendu je t'aime les câlins. Et si ça n'a pas été créé, il y a des vides qui sont incommensurables et qu'on remplit avec ce qui est le plus rapidement sous la main. C'est le tabac, l'alcool, la nourriture, la drogue, voire les 3 ou les 4 à la fois. Et c'est irrépressible. Les gens me disent, mais je sais que je ne devrais pas, mais je le fais quand même. Hein. Et c'est en travaillant justement sur ces bases et en renforçant, et en sachant aussi que tous ceux qui se font du mal, en général, ont une estime d'eux-mêmes très dévalorisée, hein, mais parce qu'on ne leur a pas dit c'est bien. Et je fais souvent ce geste. Élever un enfant, c'est ça. Or, pour beaucoup, on a plutôt été dressé. Hein, et une personne qui m'a dit une phrase, les patients disent souvent des phrases qui sont extraordinaires. Il dit, mais en fin de compte, j'ai été dressé et abandonné à la fois. C'est-à-dire qu'on a eu un dressage quasiment animal, il faut être poli, il faut faire il faut bien travailler à l'école. Et en fin de compte, un animal qu'on dresse ou qu'on essaie d'éduquer, en général, quand même, on le caresse un petit peu de temps en temps pour le dire c'est bien. Et beaucoup les 3/4 des patients que je vois, ils ont été dressés mais abandonnés à la fois. Hein, et c'est justement, c'est une forme d'apprivoiser, s'apprivoiser soi-même, et faire attention à soi. À partir du moment où on fait un peu plus attention à soi, de plus attention à soi, moi je vois la quasi-totalité de ceux qui viennent me voir se sont consacrés à merveille aux autres et rarement à eux-mêmes. Et c'est parfois la première démarche, qui est la démarche hypnotique, de venir s'occuper de soi, qui fait déjà le premier pas avant de passer à autre chose. C'est devenir la personne la plus importante qui soit pour soi-même. Hein. Qu'est-ce qu'on sait bien faire pour les autres? Qu'est-ce qu'on est très démuni quand il s'agit de s'occuper de soi-même et de se faire mal. Hein. Moi, il y a une des prises à débrancher qui est la dernière, c'est arrêter de faire Sœur Teresa ou l'abbé Pierre. C'est qu'on se consacre à merveille aux autres. En général, on s'accorde la portion congrue. Hein. Autre question. Toujours dans ce processus évolutif, etc., ce que disait Eric, c'est tout part du patient. Tout part du patient. Et en fait, actuellement, la réflexion et les neurosciences nous ouvrent un peu là-dessus, en disant effectivement ce que les anciens ont perçu dans la clinique, en disant ça part du patient, Erickson, Roustan, Chertok. En fait, on est en train de le voir un petit peu en neurosciences, en disant qu'on passe vers un état intérieur généralisé, et non pas un espèce de truc magnétisé comme ils l'ont pu voir. Après, on a mis des bigoudis, on a dit c'est pas du sommeil, ça. Donc c'est un processus clinique qui est en train de s'éclairer,
et qui est en train de modifier, et entre Erickson et les pratiques actuelles, tout ça est en train de se modifier, d'où aussi l'apport des neurosciences, parce qu'il y a un grand projet européen de neurosciences sur la méditation, et là ça va ouvrir d'autres choses, et on va parler probablement de transhypnotique et aussi de transméditative, etc. Mais la neuroscience, il faut un peu les connaître, et pour ça, voilà. Bon, on a dépassé. Hein. Juste un de nos collègues qui s'appelle Jean Becchio, qu'on connaît l'un et l'autre, il lui tente d'abandonner le mot hypnose, parce que ce que tu disais, c'est ce mot qui fait encore peur, et de parler de thérapie d'activation de la conscience. C'est-à-dire, c'est des thérapies qui vont activer certaines zones du cerveau, qui vont permettre de trouver des solutions aux choses qui nous encombrent, qui nous préoccupent. Donc, l'hypnose, là encore, c'est pas obéir ou se soumettre. Au contraire, c'est agir. Et je suivais il y a peu de temps un camion d'Emmaüs, et j'ai regardé le slogan, c'est « Arrêter de subir, agir ». L'hypnose, c'est certainement arrêter de subir et agir. C'est-à-dire devenir acteur de sa vie et prendre la barre en main, te dire « Je décide, et c'est pas les autres maintenant qui décident de ma vie, je deviens la personne la plus importante, c'est à moi de faire attention à moi ». Je pense que c'est le résumé de ce qu'on fait l'un et l'autre au quotidien. Sérieusement, dans les croyances ordinaires, hypnose, ça veut dire « Attends, je t'endors, je fais pour toi ». Ouais. Franchement, moi j'ai ressenti ça, j'ai voulu arrêter de fumer, je suis allée voir une dame, on m'a dit « Arrête, ça marche bien, tu vas voir ». Ça va marcher du tout, hein, ça va coûter cher, mais ça va pas marcher. Ouais. Et je veux dire, pour moi, déjà, je suis arrivée, je dis « Écoutez, il faut m'expliquer ce que c'est, parce que franchement, j'ai pas confiance. Mais je viens quand même, parce que je veux vraiment arrêter de fumer ». Et franchement, je suis partie, mais j'avais une boule à l'estomac. Oui, une question par rapport à l'épilepsie. Est-ce qu'il y a des expériences d'hypnose sur les malades de Alors, il y a longtemps, c'était une contre-indication à l'hypnose. Quelqu'un qui a un suivi et qui prend un traitement de façon régulière et bien équilibré, c'est pas dans la mesure où on n'utilise plus ces transes profondes comme on utilisait et qu'on fait de l'hypnose sans fermer les paupières. Hein. Vous êtes peut-être depuis 1h30 en état d'hypnose les uns les autres sans le savoir, hein, puisque vous avez écouté, on a changé donc vous avez changé votre perceptude de l'hypnose, vous n'en savez plus. Et l'hypnose, on la pratique maintenant sans hypnose. Hein. C'est des thérapies d'activation de la conscience et certaines capacités à trouver des solutions. Enfin, le traitement de l'épilepsie, c'est un traitement médicamenteux ou neurochirurgical. Voilà. Qu'après, on ait besoin d'autre chose, voilà. Mais en tout cas, ne pas faire croire que c'est pas le traitement. L'épilepsie par l'hypnose. C'est pas le traitement de l'épilepsie. Oui, changer la perception d'être épileptique, de l'angoisse de la crise, de mauvais équilibre. Qui a énormément de difficultés à être dans l'acceptation. Oui, mais c'est pas le traitement de l'épilepsie. C'est comme l'acceptation d'un diabète, comme l'acceptation ou d'un deuil, on en parlait. Là, du deuil, mais là on rentre dans le contexte. Le traitement de l'épilepsie, c'est les médicaments, voire la neurochirurgie. Le traitement du diabète, c'est l'insuline ou le régime. Et puis après, vient s'intégrer les thérapies d'acceptation, de changement, d'intégration, etc. C'est sûr, mais c'est pas le traitement. Voilà. Qu'on ne vous fasse pas croire que c'est le traitement de. Voilà. Sinon, on a raté l'heure et demie là. Les gens vont en France partout trouver justement un thérapeute. Comment ils font pour avoir un garant il y a un référent qui sont les instituts Milton Erickson, donc du nom de Milton Erickson. En principe, c'est des gens sérieux, il y a des annuaires sur Internet et référencés, ce qu'on disait, plutôt des thérapeutes soignants. Voilà. S'il vous plaît, en cas d'acte chirurgical, comment peut-on obtenir un anesthésiste sous hypnose? Avec l'aide de...
question d'infirmière. Oui, il y a de plus en plus de... Alors d'abord, la première question, est-ce que vous allez être endormi complètement ou est-ce que vous allez avoir un acte sous-local ou un acte d'exploration? Bon, sous-local. Alors, vous pouvez le demander à la consultation d'anesthésie, parce que vous allez voir un anesthésiste, vous lui dites, est-ce que dans votre service, il y a quelqu'un qui pourrait m'aider à avoir cet acte sous-local? Alors, c'est oui ou non. Bon, il y en a beaucoup, hein, quand même, mais voilà, alors il y a des problèmes de planning, de trucs, alors, s'ils n'ont pas vraiment réfléchi à l'organisation, ça peut être un peu compliqué. Mais il y a, vous risquez, parce qu'il y a quand même, on forme beaucoup de gens. Ça, c'est une première option. La deuxième option, c'est qu'effectivement, on ne sait pas, parce qu'on voit un anesthésiste, puis on en aura un autre, et puis, vous voyez, c'est pas des histoires de garde, de planning, c'est compliqué, ça. La deuxième option, c'est d'aller travailler en amont. Moi, je vois que vous faites ton enfant des personnes qui disent, voilà, je vais me faire opérer, est-ce que vous pouvez m'aider? Et donc, on fait une séance, voire deux, mais souvent une, dans lequel, voilà, je leur donne les outils, et ça rejoint l'auto-hypnose, dans le contexte, je donne les outils pour, voilà, et les gens se débrouillent tout seuls, voilà, les gens se débrouillent tout seuls. Moi, j'ai fait beaucoup ça dans mon service, il y a des fois où j'étais pas là, les gens vont être opérés, une dilatation, de trucs, donc je faisais une petite séance le soir, je leur donnais les outils, et puis ils se débrouillaient très bien au bloc. Voilà. Donc vous voyez, il y a deux aspects. Et à toi, vous devenez, ce que disait Eric, autonome. Voilà, j'ai plus besoin, c'est moi qui fais. Voilà, donc il y a deux aspects. C'est clair? Oui. Dernière question. Est-ce que pour vous, il y a comment dire, j'ai perdu ma question. C'est l'hypnose. Non, parce qu'en fait, moi je fais beaucoup d'hypnose. J'en suis à un point où maintenant, comme je sais que je suis très réceptif, je ne m'embête plus forcément à aller voir quelqu'un directement, je le fais sur Internet, parce que je trouve de très bonnes choses sur Internet. Et est-ce qu'il y a pour vous, il y a une limite dans l'hypnose par rapport au mieux-être, par rapport à soi? C'est-à-dire que moi j'utilise beaucoup l'hypnose, en fait j'ai eu un déclic, je suis devenu papa, et j'ai voulu absolument régler tous les problèmes que j'avais plus ou moins accumulés par l'éducation, comme on parlait tout à l'heure, comment vous expliquez très bien, et je me revenais là-dessus, sur le fait qu'un enfant, quand il naît, il est lui-même, et nous, parents, souvent, faisons en sorte que l'enfant soit ce que nous voulons qu'il soit, et pas ce que lui veut être. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai voulu surtout pas répéter ça, et donc travailler là-dessus pour être sûr que je puisse donner à mon enfant toutes les chances d'être lui-même et pas ce que moi je voudrais qu'il soit, et pas répéter justement les erreurs que mes parents auraient pu commettre dans le passé. Donc je fais beaucoup de choses comme ça. Maintenant j'aimerais tout savoir si, puisque il y a des fois où je me demande si, enfin, j'ai un peu de mal à trouver le mot, mais par rapport justement à cette remise en question, est-ce que l'hypnose peut vraiment apporter ce mieux-être qu'on recherche, ou que vous parliez tout à l'heure plus ou moins? Si je voulais faire comme au sens, je dis, vous avez tout dit. D'un côté, vous dites, c'est formidable Internet, je trouve tout ce que je veux, c'est sublime. Et puis après, vous dites, mais j'aimerais savoir si, est-ce que je pourrais, c'est le contexte, je ne connais pas. Après, sur Internet, attention. Voilà, c'est ça. Par exemple, j'ai arrêté de fumer, j'ai été voir un professionnel. Voilà. Pour des questions assez importantes qui sont pour moi, avoir plus confiance en soi, tout ça, j'ai été sur Internet. Moi, je vais simplement dire quelque chose, après je passe la parole à Eric, puis il va conclure. Moi, je vais simplement vous dire, j'aimerais bien vous rencontrer.
je pense que c'est trouver ses propres limites. Hein, et je pense que alors jusqu'où on va dans la recherche du bien-être, et on est dans une société où en permanence on va rechercher un bien-être absolu. Il faut faire moi je vois des patients qui ont tout fait. Hein, ils ont fait de la psychanalyse pendant des années, après ils sont allés voir des éthiopathes, des kinésiologues, et ils viennent en disant je viens essayer l'hypnose. Oh non, c'est pas ici. Hein. Ici on réussit, c'est un peu rentre dedans, mais quand est-ce qu'on arrête de chercher le bien-être, hein, peut-être à force de le chercher, on ne le trouve jamais. Il faut juste, je vais reprendre les paroles de Roussan, laisser se faire. Et moi, le premier contact du patient, de la patiente, on est à la première séance, je parle déjà de la dernière séance, c'est-à-dire de mettre, à un moment donné, il y aura un stop. Sinon, c'est 50-50 psychanalyse hein, et de thérapie en pensant que, en continuant à aller voir le thérapeute, le psychiatre, le psychologue, on va aller mieux. Non, à un moment donné, il faut poser les outils et puis te dire, et en sachant aussi, tenter de ne pas reproduire ce qu'on a vécu, quasiment le mieux est l'ennemi du bien, c'est ma grand-mère. Là, il faut faire gaffe aussi, hein, et une des paroles de Freud, l'hypnose, on n'est pas toujours très d'accord sur Freud, mais quoi que fassent les parents, c'est mal. Quoi qu'aient fait nos parents, c'était mal aussi. Hein, et quoi qu'on fasse, nos enfants, même si on est les meilleurs parents du monde, il suffit, c'est Winnicott, un psychologue américain, qui disait, il suffit d'être un parent suffisamment bon. Suffisamment bon, c'est déjà pas mal. Hein, voilà, je ne sais pas si vous voulez... Ben voilà. Merci à vous pour votre attention. En fait, tout ce qu'on a dit, comme on est quand même dans un salon du livre, c'est dans les livres. C'est dans nos livres. Bonjour, docteur, vous êtes le docteur Kelly? Oui, Marc Galli, oui. Et donc vous êtes médecin anesthésiste? Oui, parce que moi j'ai Vous avez un département d'enseignement aussi? Oui, j'enseigne au DU universitaire La Pitié-Salpêtrière, dans lequel j'enseigne la douleur aiguë. Bien sûr. Très bien. Et c'est votre spécialité à ce niveau-là? Oui, c'est ma spécialité. Actuellement, j'ai une pratique un peu plus large parce que je m'occupe un petit peu d'addiction, un petit peu de phobie et surtout d'intégration de maladies chroniques, vu que j'ai une formation d'anesthésiste et surtout d'anesthésie dans les services de chirurgie assez lourde. Je m'occupe de maladies chroniques assez importantes, les polyarthrites, le diabète ou d'autres pathologies comme ça chroniques. Quelques instants de votre livre. Oui, en fait, ce livre, c'est le deuxième livre parce que j'avais écrit un premier livre un petit peu plus technique qui s'appelait « Pourquoi l'hypnose du bloc opératoire à la vie quotidienne ?» Et en fait, ma réflexion s'est un petit peu étendue et surtout sur cette notion de présence. Alors, c'est la présence thérapeutique, comme on l'a expliqué, c'est-à-dire la relation entre un patient et un thérapeute. Et en fait, j'ai voulu un peu élargir le débat et je me suis adressé à des cinéastes, Philippe Leguet, à des acteurs de cinéma, Olivier Rabourdin, à d'autres médecins faisant de l'hypnose ou n'en faisant pas, et pour qu'ils parlent aussi de cette notion de présence. Il y a des philosophes aussi qui sont venus accompagner ce livre, et on a parlé de la notion de présence. Qu'est-ce que ça veut dire être présent? Il y a des méditants, parce que la méditation est un exercice de présence, mais il y a, voilà. Donc c'est un livre multidisciplinaire sur simplement qu'est-ce que veut dire être là, ou pas là. Voilà, oui. C'est la discussion du livre, être présent ou absent, et dans cette absence, est-ce qu'on ne retrouve pas en fait une autre présence? Voilà, c'est la discussion. Voilà, c'est la discussion du livre, la présence, l'absence ou la nouvelle présence, espèce de va-et-vient perpétuel dans lequel l'être humain est, et ça dans toutes les disciplines, qu'on soit acteur de cinéma, peintre, musicien, médecin, méditant, ou psychologue ou thérapeute. Donc on peut inviter les lecteurs à rentrer dans ce livre. Ah, complètement. C'est un livre grand public, publié par Flammarion et qui n'a pas de... Il y a un peu de médecine, mais il y a 1000 choses. On voit en quatrième de couverture qu'il y a de nombreux... il y a plusieurs noms. Oui, c'est ça. Il y a 12 auteurs. 12 auteurs d'origines différentes, de sensibilités différentes qui sont venus apporter leur contribution. Alors je dis, c'est un livre de table de nuit, c'est on lit un petit chapitre avant de s'endormir.
parce que c'est apaisant, il n'y a rien d'angoissant là-dedans. Ou alors, pour ceux qui prennent les transports, un petit bouquin de transport. C'est une œuvre commune entre plusieurs Oui, personnes. c'est ça, complètement commune, qui ne nous rapportera pas grand-chose sur le plan financier, et que c'est simplement un livre de réflexion et d'ouverture sur qu'est-ce que veut dire être là. Pour parler d'un autre sujet, vous êtes enseignant votre spécialité, vous l'avez dit précédemment, contre la douleur. Oui, c'est ça, la douleur Qui est aiguë. un sujet vraiment d'actualité en médecine, puisque le traitement de la douleur, c'est vraiment un axe actuellement dans les facultés de médecine. Et pourriez-vous nous dire un peu l'évolution La douleur, c'est un vaste sujet. Il y a eu le plan Kouchner qui a maintenant près de 25 ans, qui a défini la prise en charge de la douleur. Après, se sont installées des consultations de la douleur spécifiques pour une douleur chronique, rebelle, dans lequel il y a une prise en charge multidisciplinaire et dans lequel, depuis maintenant 5-6 ans, l'approche hypnotique s'est intégrée. Mais il reste tout cet aspect douleur aiguë aux urgences, au bloc opératoire et puis dans les services. Donc il y a une formation quand même importante, mais il semble quand même que les résultats dans les enquêtes, dans les cliniques, soient pas vraiment au rendez-vous. C'est-à-dire qu'il y a encore de la douleur dans les services hospitaliers et dans les urgences. Ceux qui travaillent dans les hôpitaux décrivent parfois pas assez de prise en charge en fin de vie, on dirait. Il y a tout le problème de la fin de vie. Alors là, c'est toujours le même problème. Il y a les services spécialisés avec les soins palliatifs qui sont là et qui sont sûrement plus performants qu'un service lambda dans lequel il y a des malades en fin de vie et d'autres qui ne sont pas en fin de vie. Et que vous savez qu'actuellement le personnel hospitalier est quand même bien surchargé et que cette discrimination est difficile. Et en plus, il y a un problème de formation. C'est-à-dire qu'une infirmière d'un service de chirurgie ou de médecine n'a pas nécessairement la formation pour aborder les fins de vie. Formation et puis son envie personnelle. Ce qui n'est pas vrai dans les services de soins palliatifs dans lesquels les gens sont formés et dans lesquels il y a une ambiance, un contexte qui est tout à fait différent. Pour vous donner un exemple, une personne en fin de vie demandait au praticien de le faire mourir, enfin d'achever ses souffrances, et à partir du moment où il a eu des soins contre la douleur, il n'avait plus cette demande. Bah voilà, vous avez tout dit. J'ai plus rien à dire, vous avez tout dit. C'est quand même... C'est central. Ouais. C'est central. Vous savez, ce qu'on disait, il y a des moments où il n'y a plus de mots. Oui. Donc voilà, j'ai rien à rajouter. Et pour parler une dernière fois de l'hypnose, pour vous l'hypnose c'est vraiment quelque chose qu'on peut creuser vraiment pour améliorer les thérapies en général ou aider à la thérapie? C'est vraiment ce qu'on a essayé de dire là, c'est-à-dire que c'est un processus et c'est un processus qui est en train de changer. C'est-à-dire qu'entre Mesmer, Roustan, Chertok et maintenant, le processus est en train de changer. Il y a les bases cliniques qui restent qu'elles sont, mais probablement la compréhension par les neurosciences, mais c'est pas encore là, mais par certaines réflexions, était probablement en train de changer, et l'approche hypnotique est aussi en train de changer. Mais tout ça, ça va être des processus longs, mais qui commencent à être bien ancrés dans les pratiques. Mais ce qu'on a bien insisté avec mon collègue Eric, c'est que tout ça se rentre dans un contexte, et nous, on pense que tout ça doit être médicalisé. Alors qu'après, il y a, comme disait le jeune garçon là, qui est éducateur spécialisé, dans sa pratique d'éducateur spécialisé, quelques techniques issues de l'hypnose, issues de la méditation, issues de la sophrologie qu'il vient intégrer, ça c'est parfait. Il sera excellent, là, excellent comme éducateur spécialisé. Mais s'il veut s'occuper de diabète, d'épilepsie, de maladies chroniques, de malades en fin de vie, d'actes chirurgicales, là il va devenir moins bon. Comme disent les Anglais, the good man in the good place. Voilà, encore une fois, vous avez tout dit. Et vous pensez que, parce qu'un médecin qui serait un peu réfractaire à l'hypnose, enfin un peu méfiant, disons, dirait que, est-ce qu'il y a des modifications biologiques dans le corps lorsqu'on est, parce que souvent c'est la preuve médicale, ça, absolue. Est-ce qu'il y a vraiment Pour l'instant, on n'en sait rien là-dessus. Ou pas grand-chose, ou moi je le sais pas en tous les cas. Déjà le fait qu'on voit à l'IRM, dans les neurosciences, par les imageries, qu'il se passait quelque chose, l'acte hypnoprie a fait un bond en avant. Oui. Alors si vous trouvez qu'il y a une molécule miracle, alors là ça va être super. Non mais qu'il y a simplement un changement biologique pendant l'expérience clinique. Je ne peux pas vous dire, j'ai pas cette connaissance.
très bien. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup à creuser sur l'hypnose. Oui. Beaucoup, comme en neurosciences, en tout, parce que tout ça, ça sera pas simplement de la biologie, ça sera aussi de l'imagerie, ça sera... pour l'instant, on n'intègre pas, c'est-à-dire qu'on montre des choses au fur et à mesure, on ne sait même pas à quel niveau du processus on est. Bon, quand tout sera intégré, on verra. Vous savez, dans les services dans les gens qui font des neurosciences, il y a des médecins, il y a des statisticiens, il y a des polytechniciens, il y a des chimistes, des spécialistes de l'image, il y a tout. Donc voilà. Laissons les choses se faire tranquillement. Non, c'est vrai que l'imagerie médicale aussi montre des choses. Mais... Ça montre, mais ça explique pas tout. Ça montre. Oui. On peut s'en passer parfois. Des fois, il y a des choses que le patient ressent. Bien sûr. C'est encore plus parlant que l'imagerie. Bien sûr, bah évidemment. Mais l'imagerie aide à comprendre aussi des choses. Enfin voilà. Il y a un professeur de médecine qui disait que il n'y a pas que les analyses, il faut aussi écouter le patient. C'est lui qui ressent bien son corps. Bien sûr. Je vous remercie beaucoup. C'est la présence. Oui. Merci, monsieur. Infiniment. Merci. Bonne suite à vous. Merci.